Santé et chocolat. Bonjour et bienvenue dans Santé et chocolat, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine tout en gourmandise, où j'aborderai avec vous la nutrition selon une approche métabolique et holistique. Je suis Céline Faustin, diététicienne nutritionniste depuis 2005, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire avec des notions de psychonutrition et de micronutrition. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon parcours, mon histoire avec la nutrition, mais aussi beaucoup d'expériences vécues auprès de mes patients. La compréhension du fonctionnement de votre métabolisme est une notion essentielle à mes yeux et je vous le partage ici dans ce podcast. D'ailleurs, j'aborderai les thématiques comme la perte de poids, la productivité, la prévention santé, le sucre, des sujets qui me passionnent et qui sont la base de mes accompagnements. Seule ou avec des invités, je vous partagerai mes conseils simples et applicables instantanément dans votre quotidien. En toute sérénité, vous allez acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, votre esprit et votre assiette. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et un petit carnet. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de femmes vivent au quotidien sans forcément bien comprendre ce qu'il se passe dans leur corps, la rétention d'eau. Et j'ai eu envie d'intituler cet épisode « C'est pas du gras, c'est de l'eau ». C'est un titre en fait qui m'a été inspiré par Fleur Bochel, que vous connaissez peut-être sur Instagram, sous le compte La Main de Fleur, parce qu'elle vient justement de sortir un livre avec ce titre. Donc c'est un livre consacré au drainage lymphatique à faire à la maison. Et elle propose aussi des tutoriels très pratiques sur ses réseaux. Donc si ce sujet vous parle, je vous recommande évidemment d'aller voir son travail, notamment sur Instagram. Donc son compte c'est La Main de Fleur. Et moi, dans cet épisode, j'ai eu envie de partir de ce titre pour développer avec vous une autre lecture de la rétention d'eau, une lecture plus métabolique, plus cellulaire, évidemment, vous me connaissez. Parce que très souvent, quand une femme me dit « je me sens gonflée, je me sens lourde, j'ai l'impression d'avoir pris du volume, le soir mes jambes sont lourdes, mes doigts gonflent, mon ventre aussi, mes vêtements me serrent », en fait, elle va tout de suite penser qu'elle a grossi. Alors que parfois ce n'est pas du gras. C'est un signal que le corps gère mal quelque chose, notamment l'équilibre des fluides, la circulation, le stress, les hormones, l'inflammation, le terrain minéral ou encore le fonctionnement cellulaire. Et c'est ça que je trouve important de vous expliquer aujourd'hui. Parce que mon objectif dans cet épisode, c'est pas simplement de vous dire buvez plus, faites du drainage, évitez le sel, ce serait beaucoup trop simpliste. Mon objectif, c'est plutôt de vous aider à comprendre pourquoi votre corps retient, pourquoi il gonfle, pourquoi il stagne, pourquoi vous avez parfois cette sensation d'être plus volumineuse, alors que vous savez très bien au fond que c'est pas seulement une histoire de poids. Peut-être que vous vous reconnaîtrez dans certaines situations. Par exemple, vous vous réveillez le matin avec le visage bouffi, vous avez des marques de chaussettes le soir, vous supportez plus la chaleur, avant vos règles, vous avez l'impression de gonfler de partout. Vous montez sur la balance, vous avez pris 1 kg ou 2 kg en très peu de temps alors que vous n'avez pas l'impression d'avoir mangé différemment. Et ce que j'ai envie de vous dire d'entrée de jeu, c'est que votre corps ne fait pas n'importe quoi. Il essaye de s'adapter, en fait, il vous envoie une information. Et plus vous comprenez cette information, plus vous pouvez agir intelligemment. Parce que la rétention d'eau, c'est pas seulement un sujet esthétique. C'est pas juste une question de silhouette. Et c'est pas non plus uniquement une question de drainage. C'est beaucoup plus un sujet de terrain. C'est beaucoup plus un sujet hormonal, circulatoire, inflammatoire, nerveux, en fonction de vos minéraux, et parfois même thyroïdien à l'échelle cellulaire.
Et c'est là que, dans ma pratique, je trouve qu'il est essentiel d'aller plus loin que les explications générales. Parce que toutes les femmes ne retiennent pas l'eau pour les mêmes raisons. Chez l'une, ce sera peut-être un déséquilibre du ratio sodium-potassium, chez une autre, une hypothyroïdie cellulaire, chez une autre encore, un stress chronique, une inflammation, une digestion qui est perturbée ou un terrain minéral qui permet plus au corps de bien réguler les fluides. Et ça, on ne peut pas toujours le deviner à l'œil nu. C'est justement pour ça que je vous parle souvent du test HTMA, parce qu'il permet d'avoir des données factuelles sur ce qu'il se passe au niveau cellulaire et minéral, et du coup derrière de mieux comprendre la cause profonde, la cause propre à chacune. Donc dans cet épisode, j'aimerais vraiment vous aider à faire deux choses. D'abord, reconnaître les signes de la rétention d'eau et comprendre ces mécanismes de manière simple. Et ensuite, de commencer à vous poser la bonne question, c'est-à-dire chez moi, quelle est la vraie cause ? Parce qu'à partir du moment où on arrête de voir la rétention d'eau comme un simple problème à faire disparaître et qu'on commence à la voir comme un message à décoder, et ben en fait on va complètement changer le niveau de compréhension. Donc dans cet épisode, on va voir ensemble ce qu'est réellement la rétention d'eau, comment elle se manifeste, pourquoi elle s'installe, quelles peuvent être ses causes, ses conséquences, les erreurs classiques à éviter et bien sûr les solutions. Alors, première partie justement de cet épisode, c'est quoi exactement la rétention d'eau ? Parce que on en parle souvent, mais en réalité, peu de femmes savent vraiment ce que ça veut dire. En fait, la rétention d'eau, c'est le fait que de l'eau s'accumule davantage dans les tissus au lieu d'être correctement régulée, au lieu d'être correctement drainée et au lieu d'être bien éliminée par le corps. Parce qu'il y a vraiment toutes ces notions. Le cumul, la régulation, le drainage, l'élimination. Autrement dit, c'est pas simplement avoir trop d'eau. C'est plutôt avoir un déséquilibre dans la manière dont cette eau circule, dont elle sort des vaisseaux, passe dans les tissus, puis est récupérée et est éliminée. Et ça, c'est très important à comprendre parce que le corps humain, il est composé en grande partie d'eau. L'eau, elle est partout. Elle est dans vos cellules, elle est autour de vos cellules, elle est dans votre sang, dans la lymphe, dans les tissus. Donc le problème, c'est pas vraiment l'eau en elle-même, le problème c'est quand cette eau, elle stagne. Et quand elle circule moins bien, quand elle s'accumule là où elle ne devrait pas rester autant, c'est à ce moment-là qu'on commence à ressentir cette impression de gonflement, de lourdeur, de tension, parfois même de douleur. Et ce qui est important aussi, c'est de comprendre que la rétention d'eau, c'est un symptôme. C'est un signal. C'est une manière pour le corps de montrer qu'il y a quelque chose qui ne se régule pas correctement en arrière-plan. Ça peut être un problème de circulation, ça peut être un système lymphatique paresseux, ça peut être un déséquilibre hormonal, ça peut être de l'inflammation, ça peut être du stress, ça peut être un déséquilibre minéral, une mauvaise régulation cellulaire et bien sûr parfois il y a plusieurs causes qui peuvent s'additionner. C'est pour ça que j'insiste souvent sur le fait qu'il ne faut pas avoir une seule lecture trop simpliste de la rétention d'eau. Parce que sinon on résume ça à j'ai mangé trop salé, j'ai trop bu, j'ai besoin d'un drainage, j'ai grossi, voilà. Alors qu'en réalité c'est souvent bien plus subtil que ça. Et c'est aussi pour ça que certaines femmes ont l'impression de gonfler très vite, parfois même en quelques heures ou en quelques jours. Par exemple, le matin, ça va à peu près, puis le soir, elles ont les jambes lourdes, le ventre qui est plus gonflé, les doigts aussi, les bagues qui vont marquer, les chaussettes qui vont laisser des traces, comme j'ai dit tout à l'heure, le visage plus bouffi au réveil ou à certains moments du cycle. En fait, tout ça, ce sont des signes que l'eau n'est pas en train d'être gérée de manière optimale. Et là où c'est important de rassurer, c'est que la rétention d'eau n'est pas du gras. Je le répète parce que beaucoup de femmes en souffrent en fait moralement. Retenir de l'eau, c'est pas automatiquement prendre de la graisse. Oui, ça peut faire varier le poids, oui, ça peut donner une sensation de volume, ça peut modifier la silhouette aussi à certains moments, mais ça veut pas dire que vous avez grossi, au sens où vous avez pris du tissu graisseux.
Et ça, c'est essentiel parce que beaucoup de femmes paniquent, se restreignent, mangent moins, culpabilisent, alors qu'en fait, elles sont surtout en train de vivre un phénomène de stagnation des fluides. Et souvent, plus elles stressent leur corps, plus elles aggravent le problème. Donc déjà, la première chose à retenir, c'est que la rétention d'eau, c'est pas juste une question d'eau. C'est une question de régulation, de circulation, d'élimination, d'équilibre hormonal minéral et d'un bon fonctionnement cellulaire ou non. Et c'est exactement pour ça que selon moi, il faut aller au-delà des conseils génériques. Parce que deux femmes peuvent toutes les deux dire je fais de la rétention d'eau, mais ne pas du tout avoir la même cause derrière. Chez l'une, ce serait un problème circulatoire, chez l'autre hormonal, chez une autre encore, c'est plutôt le terrain inflammatoire, un stress chronique, un déséquilibre sodium-potassium, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis parfois, on peut même retrouver une forme de ralentissement métabolique ou thyroïdien qui peut se passer au niveau cellulaire, qui va favoriser du coup cette difficulté du corps à bien gérer les fluides. Et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup m'appuyer sur le test HTMA, parce qu'il permet justement d'aller objectiver certains déséquilibres minéraux et cellulaires au lieu de rester dans des suppositions. Et maintenant que vous comprenez mieux ce qu'est la rétention d'eau, la question suivante c'est comment savoir si c'est vraiment de la rétention d'eau que j'ai ? Parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui confondent rétention d'eau, prise de gras, ballonnement digestif ou fluctuation hormonale. Donc, dans la suite, on va voir ensemble comment la reconnaître concrètement. Alors, comment savoir si ce que vous vivez, c'est vraiment de la rétention d'eau ? Parce que c'est vrai qu'on peut vite tout mélanger. La rétention d'eau, en général, ça donne des signes assez reconnaissables quand on commence vraiment à y prêter attention, évidemment. Le premier signe très fréquent, c'est cette sensation de gonflement. Vous avez l'impression d'être plus volumineuse, pas forcément plus grasse, mais plus gonflée. Et certaines femmes me disent par exemple, le matin ça va, et puis plus la journée avance, plus je me sens gonflée. Ou au contraire, je me réveille déjà bouffie au niveau du visage et au niveau des yeux. Ça, c'est déjà un indice intéressant. Autre signe très fréquent, c'est la sensation de lourdeur. Les jambes qui sont lourdes à la fin de la journée, les chevilles qui sont plus épaisses, la peau des mollets qui a tendance à, comme si c'était gonflé, comme si ça tirait. On a envie, besoin de surélever ses jambes, on se sent moins légère dans son corps. Parfois même, on peut avoir l'impression que ça stagne, que ça ne circule plus. Et il peut y avoir aussi des marques très visibles comme la trace des chaussettes, la trace de la couture du legging ou du pantalon, les bagues aussi qui vont serrer, et puis des chaussures qu'on va plus ou moins bien supporter selon les jours. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont très concrètes du quotidien et souvent les femmes les remarquent sans forcément faire le lien avec la rétention d'eau ou sans forcément se dire que c'est pas normal. Aussi, il peut y avoir des variations rapides. Et ça, c'est important parce que quand on prend du gras, ça se fait pas en 24 heures. En revanche, quand on retient de l'eau, le poids, il peut varier assez vite. Donc, la silhouette, en fait, elle peut changer vite, le ressenti corporel aussi. On peut très bien se sentir fine un jour, puis gonfler le lendemain. Ça, c'est vraiment typique. On peut avoir un ventre beaucoup plus tendu le soir que le matin. On peut prendre 1 ou 2 kilos en peu de temps et puis hop, les reperdre ensuite. Donc c'est quand ces variations, elles sont rapides, quand elles sont fluctuantes, changeantes, il faut penser à l'eau. Il ne faut pas forcément penser au gras. Et il y a aussi des moments où cette rétention d'eau peut s'aggraver, par exemple avant les règles. J'ai déjà eu des patientes qui prenaient jusqu'à 4 kilos en SPM, en syndrome prémenstruel. Donc genre une semaine avant les règles, elles prenaient 4 kilos. Bon, c'est assez exceptionnel, la moyenne c'est plutôt autour de 1 à 2 kilos. Et c'est de l'eau, du coup vous n'êtes pas en train de grossir en fait. Aussi, ça peut arriver quand il fait chaud, quand il y a eu une longue journée où on était pendant longtemps assise ou debout, au moment d'un voyage, notamment en avion, après avoir mangé aussi un repas industriel ou un repas très salé, et aussi en période de stress, ou quand on dort mal, ou quand on bouge moins, voilà. En fait, le fait que ce soit cyclique,
ça peut être du coup plus ou moins relatif à certains contextes. Donc ça aussi, ça peut orienter vers une rétention d'eau. Certaines femmes aussi peuvent ressentir une tension dans les tissus. Elles vont me dire, j'ai la peau tendue, je me sens serrée de l'intérieur. La poitrine tendue aussi, de se sentir inconfortable dans les vêtements, c'est-à-dire que le pantalon il va bien le matin, puis à la fin de la journée on le supporte plus. Le ventre qui est gonflé. Mais c'est pas juste un ballonnement après le repas, c'est une autre sensation. Et c'est là qu'il faut faire la différence parce que du coup on peut confondre rétention d'eau et ballonnement digestif. Et le ballonnement digestif, souvent il est vraiment très centré sur le ventre. Il est très lié au repas, à la digestion, au gaz, au transit. On sent que ça travaille dans l'abdomen. Donc si vous avez l'impression que c'est pas seulement digestif, que c'est plus global, plus diffus, je dirais, là encore, on peut penser à la rétention d'eau. Donc si je vous résume les signes fréquents, du coup c'est sensation de gonflement, ça peut être dans tout le corps, les bras, les mains, le visage, le ventre, les jambes, les chevilles, les pieds. Ça peut être la sensation de jambes lourdes, les chevilles ou les doigts gonflés, la marque des vêtements ou la marque des chaussettes, un visage plus bouffi, notamment le matin, ou aussi des variations de poids rapides, et notamment si vous sentez qu'il y a une aggravation en fonction de la chaleur, en fonction du moment de votre cycle, en fonction de si vous êtes assise ou debout de manière prolongée. Voilà. Et ce que j'aimerais vraiment aussi dire, c'est de ne pas banaliser ces signes. Parce que souvent on se dit oui, c'est normal, voilà. Alors qu'en fait ces signes, ils vous donnent des informations. Encore une fois, votre corps, il fait pas ça pour vous embêter, hein. Il vous montre qu'il a du mal à gérer quelque chose. Et plus vous repérez quand ça arrive, dans quelles circonstances, à quel moment du cycle, à quel endroit du corps, et plus vous commencez à affiner votre compréhension. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça vous sort du flou. Et du coup, c'est exactement ce qu'on va voir dans la suite. C'est qu'une fois qu'on reconnaît les signes, on va parler des mécanismes en fait. Les mécanismes, pourquoi le corps y retient l'eau, donc les mécanismes à comprendre. Donc, à savoir qu'est-ce qui se passe concrètement, parce que on pense que la rétention d'eau, encore une fois, c'est juste j'ai mangé trop salé, je bois pas assez ou j'ai besoin de me drainer. Mais en réalité, le mécanisme, il est plus subtil que ça. Parce que le corps retient l'eau quand il n'arrive plus à bien gérer, comme on l'a dit, la circulation, la répartition ou l'élimination de tous ces fluides. Donc en gros, l'eau ne circule plus aussi bien qu'elle le devrait, donc elle va sortir davantage des petits vaisseaux et elle va stagner dans les tissus. Et si elle est moins bien récupérée, moins bien drainée, moins bien éliminée, du coup ça fait une rétention. Donc c'est vraiment l'idée que je veux que vous gardiez en tête, c'est ce côté, la rétention d'eau, c'est un problème de gestion des fluides. Et cette mauvaise gestion, elle peut venir de plusieurs mécanismes. Déjà, premier mécanisme, c'est la circulation veineuse et lymphatique. Le sang, il doit bien circuler. La lymphe aussi. Et la lymphe, on en parle de plus en plus, mais il faut bien comprendre que c'est un système de drainage naturel du corps. Elle aide à récupérer en fait une partie des liquides qui stagnent dans les tissus, mais aussi les déchets qu'il y a avec, certaines protéines, certains résidus de l'inflammation par exemple. Le problème, c'est que la lymphe, elle ne fonctionne pas comme le cœur. Elle n'a pas une grosse pompe centrale. Elle dépend beaucoup du mouvement, de la respiration, de la contraction musculaire, du fait de marcher, de bouger, de ne pas rester immobile trop longtemps. Donc quand on reste assise longtemps, quand on reste debout longtemps, quand on bouge peu, quand il fait chaud, quand on a un terrain circulatoire déjà fragile, en fait les liquides ont plus de mal à remonter, ils ont plus de mal à circuler et donc à être drainés. Et là, on peut commencer à avoir les jambes lourdes, les chevilles qui gonflent et cette sensation de stagnation et de non-circulation. Deuxième mécanisme, ce sont les hormones. Et là, c'est vraiment fondamental chez la femme parce que c'est au moment des cycles, en fait, c'est là
En fait, l'équilibre entre les œstrogènes et la progestérone, selon la période de vie hormonale dans laquelle on se trouve, le corps il peut avoir plus ou moins de tendance à retenir de l'eau. Beaucoup de femmes le remarquent avant leurs règles, donc dans le SPM. Elles vont avoir tendance à gonfler plus vite, elles vont avoir les seins plus tendus, le ventre plus gonflé, les jambes plus lourdes, parfois même le visage aussi qui gonfle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les hormones influencent énormément la façon dont le corps gère les fluides. Et quand il y a un déséquilibre hormonal ou simplement une période de grande fluctuation hormonale comme la périménopause par exemple, ça peut accentuer nettement la rétention d'eau. Parce qu'il n'y a pas que les hormones sexuelles, œstrogène, progestérone, il y a aussi le cortisol, qui est l'hormone du stress. Parce que quand on est en stress chronique, le corps, il va changer sa manière de réguler beaucoup de choses. Il va changer sa manière de réguler la glycémie, les minéraux, l'inflammation, la tension nerveuse et aussi les fluides. Donc un corps qui est stressé, c'est pas un corps qui va bien drainer du coup. C'est souvent un corps qui va compenser, qui va être en mode survie, qui va retenir. Voilà, donc du coup on n'est pas dans le mode drainage à ce moment-là. Troisième mécanisme, c'est l'inflammation. Quand le corps il est dans un état inflammatoire, notamment de bas grade, les tissus ils peuvent devenir plus sensibles, plus réactifs et du coup plus perméables. Et dans ce contexte, en fait, les liquides, ils ont tendance davantage à sortir des vaisseaux et à rester dans les tissus. C'est comme si l'environnement intérieur il devenait moins stable, moins bien régulé. Et cette inflammation, elle peut être liée à beaucoup de choses. Une alimentation transformée. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode de podcast que j'avais fait sur l'alimentation anti-inflammatoire. Donc, l'inflammation, ça peut être lié à l'alimentation transformée, à un intestin qui est irrité, à un mauvais sommeil, à du stress chronique, à un excès de sédentarité, donc quand on ne bouge pas assez, ou à un terrain métabolique qui peut être perturbé. Et souvent, plus le terrain est inflammatoire, plus la sensation de gonflement augmente. Quatrième mécanisme, c'est l'équilibre minéral. Et là, on arrive à un point que je trouve particulièrement important et qui est souvent méconnu. Parce qu'on parle beaucoup du sel dans la rétention d'eau, mais on parle beaucoup moins de la manière dont les minéraux travaillent ensemble pour gérer les fluides dans le corps. Par exemple, le sodium et le potassium jouent un rôle majeur dans l'équilibre de ces fluides, dans la répartition de l'eau dans notre corps. Le sodium, il est surtout à l'extérieur des cellules et le potassium, il est à l'intérieur. Et pour que l'eau soit bien répartie, pour que les échanges se fassent correctement, c'est-à-dire que l'eau, elle rentre et elle sorte de manière optimale, et en fait, quand cet équilibre, il est perturbé, le corps, il peut avoir plus de mal à gérer les fluides. Pour ça, il faut que la cellule, il faut qu'elle fonctionne bien. Et ça, c'est passionnant parce que ça nous montre que la rétention d'eau, c'est pas juste une question de trop de sel. C'est une question de déséquilibre beaucoup plus profond. C'est une question de terrain minéral, de stress, de fatigue cellulaire, de ralentissement métabolique. Et ça, c'est justement l'un des intérêts du test HTMA. Ça permet de voir certains déséquilibres minéraux qui peuvent aider à comprendre pourquoi, chez une femme, le corps a tendance à retenir. Chez l'une, ce sera peut-être effectivement le ratio sodium-potassium qui sera déséquilibré, et chez d'autres, ça peut être d'autres raisons. Et ça change tout parce qu'on ne reste plus dans des hypothèses en fait, on commence vraiment à objectiver le terrain et savoir spécifiquement ce qui se passe pour chacune des femmes. Cinquième mécanisme, c'est le fonctionnement cellulaire et métabolique, justement comme on vient de le dire, parce qu'au fond, tout part de là. Si la cellule, elle fonctionne bien, elle va forcément mieux gérer ses échanges, son énergie, ses fluides, ses minéraux et ses déchets. Mais quand le métabolisme ralentit, quand le terrain il est fatigué, quand la cellule elle produit moins bien son énergie, quand il y a certains équilibres qui vont se dégrader, tout va devenir beaucoup moins fluide. Le corps, il va moins bien réguler, moins bien éliminer, il va moins avoir tendance aussi, il aura moins la capacité à s'adapter. Et la rétention d'eau, évidemment, peut faire partie des conséquences visibles de ce ralentissement.
C'est pour ça que dans mon approche, je vois pas la rétention d'eau comme un simple problème superficiel. Je la vois souvent comme un indice en fait qu'il faut aller regarder plus loin. Donc du côté du terrain, du côté du métabolisme et des cellules. Parce qu'on ne peut pas que vouloir faire partir l'eau, entre guillemets, sans comprendre pourquoi le corps il la retient. Parce que du coup on passe complètement à côté du vrai problème. Sixième mécanisme, c'est l'élimination. Parce que pour que les fluides soient bien gérés, il faut aussi que le corps élimine correctement. Si la circulation elle est ralentie, si la lymphe elle est engorgée, si le transit il est paresseux, que le transit il est complètement perturbé avec le foie surchargé, le corps il va avoir plus de mal à garder un bon équilibre. Encore une fois, tout est lié. Le corps, il ne fonctionne pas en petits compartiments séparés. Tout fonctionne ensemble. Et une femme peut retenir davantage d'eau quand elle peut être stressée, constipée, sédentaire, avec un déséquilibre hormonal ou un terrain minéral qui est fragilisé. Et c'est justement pour ça que les réponses toutes faites, en fait, elles ne vont pas suffire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le corps, il retient de l'eau quand il n'arrive plus à gérer correctement ses fluides. Ok ? Et ça peut venir d'une mauvaise circulation, d'un drainage lymphatique insuffisant, d'un déséquilibre hormonal, du stress, de l'inflammation, d'un déséquilibre minéral ou d'un ralentissement métabolique cellulaire et évidemment d'une élimination qui ne se fait pas de façon optimale. Autrement dit, la rétention d'eau n'a pas qu'une seule cause. Et c'est exactement pour ça qu'il faut arrêter de chercher une seule solution. Parce que la vraie question, c'est pas comment enlever et éliminer toute cette eau, c'est pourquoi mon corps y retient. Alors maintenant que vous avez compris les grands mécanismes, j'aimerais qu'on redescende dans quelque chose d'un peu plus concret parce qu'en réalité la rétention d'eau ça se manifeste pas pareil chez toutes les femmes. Comme on l'a dit, certaines vont gonfler avant leurs règles, d'autres c'est quand il fait chaud, d'autres c'est dans des périodes de stress ou de fatigue. Voilà, donc j'aimerais vous aider à repérer dans quel scénario vous vous reconnaissez le plus. Alors, premier scénario, moi, je gonfle surtout avant les règles. Et c'est probablement, c'est l'un des cas les plus fréquents, je pense. Avec poitrine gonflée, ventre gonflé, les jambes plus lourdes, le visage aussi qui peut prendre du coup du volume. Donc dans ce cas-là, il y a souvent une composante hormonale très importante. Le corps, il est plus sensible aux fluctuations hormonales et donc il va moins bien gérer tout ce qui est de l'ordre des fluides à ce moment-là. Ça veut dire qu'il faut regarder le terrain hormonal de plus près. Et c'est important parce que beaucoup de femmes vivent ça tous les mois en pensant que c'est juste normal, qu'il faut faire avec ou qu'elles ont simplement pris du poids. Alors qu'en réalité, c'est un signal intéressant sur la façon dont votre corps vit les variations hormonales. Deuxième scénario, c'est la femme qui est en périménopause ou en ménopause ou qui va gonfler à certaines périodes de sa vie. Donc ça, c'est toutes les femmes qui sentent que leur corps a changé, qu'avant, elles retenaient un petit peu d'eau de temps en temps, mais rien de très gênant, et puis à un moment donné, elles se sont mis à gonfler beaucoup plus facilement. Notamment la chaleur, c'est beaucoup moins bien supporté. Elles ont cette sensation d'être congestionnées. Et souvent, dans ces cas-là, j'entends dire « je ne reconnais plus mon corps ». Là encore, il faut penser aux grands bouleversements hormonaux parce que en périménopause notamment, les fluctuations, elles peuvent être plus marquées et plus imprévisibles. Et du coup, ça peut vraiment influencer la manière dont le corps gère les fluides. Évidemment, c'est pas seulement hormonal, il y a aussi dans ces cas-là le stress, le sommeil qui est en général perturbé, l'inflammation, le terrain, la circulation veineuse, est-ce qu'elle se passe bien ou est-ce qu'on a déjà des sensibilités à cet endroit-là? Voilà, donc c'est là qu'on voit qu'on ne peut pas toujours se contenter d'une explication unique. Troisième scénario, moi je gonfle surtout quand il fait chaud ou quand je reste longtemps assise ou longtemps debout. Et ça aussi c'est très fréquent. Peut-être quand vous partez en voiture, en train ou en avion, quand vous restez longtemps assise au bureau, ou au contraire quand vous passez la journée entière debout,
bah du coup vous pouvez sentir les chevilles qui gonflent, les pieds qui sont moins confortables dans les chaussures, vous avez envie de mettre vos jambes à l'envers contre le mur, vous vous sentez moins légère. Donc évidemment, dans ce type de situation, on pense beaucoup à la dimension circulatoire et lymphatique. Et comme le corps a besoin de mouvement pour bien faire circuler les fluides, bah du coup, chez certaines femmes, cette circulation, du coup, ça peut être ralenti du fait de la stagnation en position assise ou debout, par exemple. Et la chaleur aussi, c'est un vrai déclencheur. Beaucoup de femmes me disent qu'en été, elles sentent tout de suite qu'elles sont gonflées, qu'elles sont plus marquées, plus lourdes, etc. Quatrième scénario, moi je gonfle surtout après certains repas, certains week-ends ou à certaines périodes. Donc parfois, vous pouvez vous sentir plus gonflé après un week-end au restaurant, après un repas très salé ou industriel ou trop riche, ou après plusieurs jours où vous avez moins bien mangé, après plusieurs jours où vous avez moins bien dormi. Voilà. Et dans ce cas-là, c'est que, bien sûr, il peut y avoir une composante alimentaire, mais ça ne peut pas se résumer juste au sel. Voilà. Parce qu'en réalité, ce sont souvent plusieurs choses qui vont se cumuler. Plus de produits transformés, plus de sodium, pas assez de potassium, plus d'inflammation, une glycémie plus instable, une digestion plus lourde, qui est ralentie du fait qu'on ait mangé peut-être un repas plus riche en graisse, un transit qui est moins bon. Voilà, tout ça, c'est pas que lié à un aliment isolé. C'est souvent un contexte global en fait. Cinquième scénario, moi je gonfle surtout quand je suis stressée, fatiguée ou en période de surcharge. Parce qu'il y a aussi des femmes qui sentent très bien que leur corps gonfle davantage dans les périodes où elles sont sous pression. Quand elles vont mal dormir, quand tout s'enchaîne, quand elles sont à bout, quand elles n'ont pas une minute pour souffler. Quand leur système nerveux il est en tension permanente, en mode survie, en mode freeze, voilà, on dit en mode blocage, voilà. Et ça, c'est important parce qu'on l'oublie trop souvent, hein, le rôle du stress dans la rétention d'eau. Beaucoup de femmes pensent que tant qu'elles mangent correctement, le reste n'a pas trop d'importance. Mais en fait, non. Le corps, un corps qui est stressé, il va pas gérer les fluides de la même manière. Pareil s'il est fatigué. Pareil s'il manque de récupération, s'il manque de sécurité, s'il est toujours en mode alerte. Et ben du coup, il peut davantage retenir l'eau aussi. Donc si vous avez remarqué que vous gonflez plus en période de charge mentale, de fatigue, d'épuisement, c'est pas anodin. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si vous avez déjà fait le lien, parce que quelquefois, on ne fait même pas le lien avec ce qu'on est en train de vivre. Sixième scénario, c'est que moi j'ai l'impression de retenir de l'eau tout le temps. C'est les femmes où c'est pas seulement ponctuel. Elles ont l'impression que la rétention d'eau, ça fait partie de leur quotidien. Elles se sentent régulièrement gonflées, avec un corps au ralenti, elles ont du mal à se sentir légères. Parfois elles peuvent avoir d'autres signes comme de la fatigue, du froid, le transit ralenti, difficulté à perdre du poids, l'impression finalement que le corps il répond mal malgré leurs efforts. Et là pour moi c'est vraiment le moment où il faut arrêter de rester dans des généralités, parce que quand la rétention d'eau elle est fréquente, quand elle est installée ou quasi permanente, en fait il faut se demander mais qu'est-ce qui se passe plus en profondeur ? Est-ce qu'il y a un déséquilibre minéral ? Est-ce que le ratio sodium-potassium il est perturbé ? Est-ce qu'il y a un ralentissement thyroïdien au niveau de mes cellules ? Est-ce que c'est mon stress qui épuise complètement mon organisme ? Est-ce qu'il n'y a pas une inflammation aussi ? Voilà. Et ça c'est exactement l'intérêt du test. C'est pour ça que ce test il peut devenir extrêmement intéressant dans ces cas-là, parce qu'il permet vraiment d'aller chercher les éléments factuels au niveau cellulaire et minéral pour comprendre pourquoi votre corps, à vous, pourquoi il les retient. De permettre d'avoir des données concrètes sur votre terrain. Et je trouve ça essentiel parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux femmes peuvent avoir le même symptôme visible, donc la rétention d'eau, mais des causes profondes complètement différentes.
Et évidemment, si la cause n'est pas la même, eh bien la solution ne peut pas être exactement la même non plus. Donc ce que j'aimerais que vous reteniez ici, c'est que la rétention d'eau suit souvent des scénarios assez reconnaissables. Ça peut être lié au cycle, ça peut être lié à la périménopause, ménopause, à la chaleur ou à la circulation, à ce que vous vivez au niveau stress, fatigue, sommeil, votre alimentation, le côté inflammatoire. Et chez d'autres, voilà, il y a tout ce côté chronique où vraiment c'est présent au quotidien. Et plus vous repérez votre scénario, plus vous commencez à vous rapprocher de votre vraie cause. Pas encore la réponse, bien sûr, mais déjà une piste un peu plus juste. Et ça change tout parce que quand on arrête de vouloir faire comme tout le monde, quand on commence à comprendre son propre corps, c'est vraiment là qu'on peut trouver les solutions. Donc avant de parler des solutions, j'aimerais vous parler des erreurs que on voit, des erreurs classiques qui vont aggraver la rétention d'eau. Première erreur, c'est de croire que le problème, c'est seulement le sel. On l'a dit, c'est certainement l'erreur la plus fréquente. Beaucoup de femmes se disent « je fais de la rétention d'eau, donc il faut que j'arrête de manger du sel ». Alors oui, bien sûr, dans certaines situations, une alimentation très riche en produits industriels, en produits transformés, qui sont salés, évidemment, ça peut accentuer la rétention d'eau. Mais réduire le problème juste à ça, encore une fois, c'est beaucoup trop simpliste. Parce que le corps, il ne gère pas les fluides seulement à partir d'un aliment ou d'un minéral isolé. Il les gère encore une fois en fonction de votre terrain hormonal, de votre circulation, stress, etc. Donc si vous retirez juste le sel en pensant que tout va rentrer dans l'ordre, en fait vous passez à côté du vrai problème. Et parfois même, c'est que du coup, comme on n'a pas la cause du vrai problème, on n'a pas la solution derrière. Deuxième erreur, de boire moins pour gonfler moins. Ça aussi, je l'entends souvent, des femmes qui se disent « puisque je retiens de l'eau, il faut peut-être que je boive moins d'eau ». Alors non, parce qu'en général, se déshydrater ne va pas du tout aider le corps à mieux gérer ses fluides. Au contraire, quand le corps sent qu'il manque d'eau, il peut justement devenir encore plus dans une logique de compensation, de ralentissement ou de stockage. Ce qu'il faut, c'est ne pas boire moins, c'est mieux boire. Boire régulièrement, ne pas attendre d'être complètement déshydraté pour boire. D'éviter les extrêmes en fait, et surtout de comprendre que l'hydratation ne se résume pas à une quantité d'eau avalée mécaniquement. Il y a aussi la question des minéraux, de l'alimentation, du terrain, de la manière dont cette eau elle est ensuite utilisée et régulée par le corps. Ok ? Troisième erreur, c'est de vouloir drainer sans chercher pourquoi le corps retient. Et c'est une erreur que je trouve qui est très importante parce que aujourd'hui, on entend beaucoup parler de drainage, de détox, de draineur, de tisane drainante, de cure, de techniques pour dégonfler. Mais alors attention, évidemment, je suis pas en train de dire que tout ça c'est inutile, tout ça c'est quand même intéressant. Ce que je dis, c'est que vouloir drainer sans comprendre pourquoi le corps retient, c'est pas une bonne stratégie, c'est pas suffisant. Si le terrain il est inflammatoire, si le système nerveux il est épuisé, la circulation ralentie, c'est le transit il est bloqué, le simple fait de vouloir faire sortir l'eau, ça va pas régler la cause en fait. Et c'est là que beaucoup de femmes s'épuisent à essayer plein de choses sans résultat durable malheureusement. Elles dégonflent en fait, mais ça revient. Parce que le terrain, il n'a pas été compris. Quatrième erreur, c'est de manger trop peu ou de se restreindre davantage. Parce que souvent, quand on se sent gonflé, on a le réflexe de manger moins. On va sauter un repas, on va supprimer les féculents, on veut compenser, on veut faire partir l'eau. Mais très souvent, un corps qu'on restreint trop n'est pas un corps qui fonctionne mieux. C'est un corps qui se met davantage en stress. Et un corps qui est stressé, qui va être carencé, qui va manquer d'énergie, qui va manquer de protéines, qui n'a pas suffisamment de stabilité glycémique, du coup c'est un corps, comme on l'a dit, qui ne va pas bien réguler les fluides. Donc non, se sentir gonflé ne veut pas automatiquement dire qu'il faut manger moins.
Parfois, il faut surtout manger plus intelligemment, mieux répartir et mieux nourrir. Voilà. 5e erreur, c'est de banaliser la constipation, de banaliser une digestion lente ou un ventre toujours tendu. Parce que souvent, ces femmes-là, d'un côté, elles ont de la rétention d'eau, de l'autre côté, elles ont des ballonnements, elles ont aussi de la constipation, de la fatigue et évidemment le syndrome prémenstruel. Comme si tout ça n'avait aucun lien. Alors qu'en réalité, le corps il fonctionne comme un ensemble. Quand le transit ralentit, quand le ventre est toujours tendu, ça crée souvent un terrain beaucoup plus propice à la stagnation, à la lourdeur, à l'inconfort global. Donc ignorer la sphère digestive, c'est finalement entretenir la rétention d'eau sans le vouloir. 6e erreur, c'est de croire que c'est normal et qu'il faut juste faire avec. Alors oui, certaines variations sont fréquentes. Par exemple, gonfler un petit peu avant les règles, c'est pas rare. Mais c'est pas parce que c'est fréquent que ça mérite d'être banalisé. Quand la rétention d'eau devient marquée, quand elle est douloureuse, quand elle revient souvent, quand elle vous fait vous sentir mal dans votre corps, quand elle impacte votre confort, votre silhouette, votre morale, il faut pas juste se dire « c'est comme ça ». Il faut se demander « qu'est-ce que mon corps essaye de me dire ?» Parce que finalement, à force de banaliser, on finit parfois par vivre avec un symptôme chronique sans jamais aller chercher la cause et en se disant que c'est comme ça, entre guillemets. 7e erreur, c'est d'appliquer à son corps les conseils qui ont marché pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est un point essentiel, on l'a vu. Parce que des fois, vous pouvez vous dire, oui, mais ma copine, elle a arrêté le gluten et du coup, elle a dégonflé. Ou une autre, elle a bu encore plus, et du coup, ça a marché. Une autre qui va dire, moi, j'ai fait du drainage lymphatique. Une autre qui dit, moi, j'ai complètement enlevé le sel de mon alimentation. Très bien. Mais ça, c'est son corps à elle. Son histoire hormonale, ses minéraux, sa digestion, son système nerveux à elle. Le danger, c'est de croire qu'il existe en fait une recette universelle. Or non, c'est pas le cas. 2 femmes peuvent avoir la même sensation de gonflement, mais pas du tout la même cause profonde. Et c'est exactement pour ça que j'insiste autant sur la nécessité de comprendre son propre terrain. Parce qu'à un moment, on peut plus se contenter de tester tout et n'importe quoi au hasard. C'est pour vous en fait une perte de temps et surtout une perte d'énergie, plutôt que d'aller directement à l'essentiel et à ce qu'il vous faut à vous. 8e erreur, c'est de ne regarder que le visible et jamais la cause profonde, encore une fois. Sans se demander mais qu'est-ce qui se passe derrière ? Et c'est là que dans ma pratique, j'aime vraiment aller voir plus loin que les données concrètes. Parce que le test HTMA, il permet justement d'arrêter en fait de rester uniquement dans des observations extérieures du symptôme. Ça permet d'aller voir ce qui se passe plus profondément sur le plan minéral et cellulaire. Et ça, c'est vraiment précieux parce que ça change complètement la manière d'accompagner. Au lieu de dire à toutes les femmes faites ceci ou faites cela, on peut commencer à comprendre chez vous, c'est ça qui est en jeu. C'est ça le déséquilibre. Donc du coup, c'est plus du bricolage entre guillemets, c'est vraiment une démarche beaucoup plus précise et personnelle. Donc si je devais résumer les erreurs les plus fréquentes, c'est déjà de vouloir tout expliquer juste par le sel, de boire moins, de chercher à drainer sans comprendre, de manger trop peu, de banaliser les troubles digestifs et de penser que c'est normal qu'il faut faire avec. Ou de copier la solution sur les autres, ou de regarder que le symptôme visible sans chercher la cause profonde. Et ce que j'aimerais vraiment que vous reteniez, c'est que le but n'est pas de lutter contre votre corps. Le but, c'est de le comprendre. Parce qu'un corps qui retient n'a pas besoin qu'on le punisse davantage. Attention, vous allez empirer les choses. En fait, votre corps, là, il a besoin qu'on identifie ce qui le met en déséquilibre. Et justement, maintenant qu'on a vu ce qu'il vaut mieux éviter, on va pouvoir parler de la partie la plus attendue de cet épisode, c'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour améliorer la rétention d'eau de façon intelligente et évidemment de façon durable et adaptée à son terrain. Alors,
Évidemment, comme je l'ai dit, comprendre c'est important, mais à un moment, vous avez aussi besoin de pistes qui soient applicables. Alors, il n'y a pas de geste magique ou de tisane magique ou d'aliment magique. Par contre, il y a des leviers qui sont très intéressants et vraiment efficaces pour aider le corps à mieux gérer tous ces fluides. Et surtout, il y a une manière plus intelligente de s'occuper de ces symptômes au lieu de vouloir faire sortir l'eau à tout prix. C'est évidemment de chercher à redonner au corps de meilleures conditions de régulation. Alors, le premier levier, c'est de remettre du mouvement dans le quotidien. Le corps, il a besoin de mouvement pour bien faire circuler les fluides. Donc, l'un des leviers les plus simples et souvent les plus sous-estimés, c'est vraiment de bouger plus régulièrement. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument faire des séances de sport intenses, mais parfois, le plus utile, c'est simplement d'aller marcher. De ne pas rester assise pendant des heures sans interruption, de se lever régulièrement, de mobiliser les jambes, de respirer plus amplement, de remettre un peu de la circulation là où tout a tendance à stagner. Si vous travaillez assise, le simple fait de vous lever quelques minutes régulièrement, ça peut vraiment déjà vous aider. Si vous sentez que vos jambes, elles gonflent vite, la marche, c'est super intéressant. Et si vous êtes dans un contexte où vous restez longtemps immobile, par exemple en voyage, au travail, en voiture, etc., eh bien c'est encore plus important d'anticiper cette stagnation. Donc, premier message très concret, bougez et restez en mouvement régulier. Deuxième levier, c'est de mieux vous hydrater au lieu de moins boire. Parce que retenir de l'eau ne veut pas dire qu'il faut boire moins. On l'a déjà dit. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est de mieux répartir l'hydratation dans la journée. Donc d'éviter de très peu boire pendant des heures, puis de boire énormément d'un coup. Essayez plutôt d'avoir une hydratation régulière, plus physiologique, et donc qui soit plus stable pour votre corps. Et de garder en tête que l'eau toute seule, ça ne fait pas toute l'histoire non plus. La manière dont le corps utilise cette eau dépend aussi du terrain minéral, de l'alimentation, du stress, du fonctionnement cellulaire. Donc parfois une femme boit beaucoup, entre guillemets, mais son corps ne gère pas bien les fluides pour autant. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas réduire le sujet à juste buvez plus et ce sera réglé, mais quand bien même, s'hydrater, ça reste une base. Et notamment de l'eau filtrée. Attention à l'eau du robinet ou de l'eau de bouteille en plastique. Je vous invite vraiment à vous poser la question de la qualité de l'eau que vous buvez au quotidien. Parce que souvent, on pense seulement à la quantité, mais on oublie la qualité. L'eau du robinet, même si elle est très contrôlée en France, eh bien, elle peut quand même contenir certains résidus, certains contaminants, des pesticides, certains polluants qui vont persister, des résidus de médicaments, parfois des métaux lourds qui peuvent être aussi liés au réseau, à votre plomberie aussi. Je vois dans le test HTMA, quelquefois il peut y avoir du plomb qui va ressortir, il peut y avoir du mercure, voilà, ça peut être dû à la plomberie qu'il y a chez vous. Et ça, vous buvez l'eau après vous derrière. Quant à l'eau en bouteille, c'est pas automatiquement la solution idéale non plus, parce que, notamment à cause du stockage, moi je me souviens très bien être passée derrière un supermarché et il y avait, c'était en plein mois d'août, il y avait toutes les palettes d'eau en bouteille qui étaient stockées en plein cagnard. Forcément, on sait que le plastique, les microplastiques vont passer dans l'eau que nous, on va ensuite boire. Je pense que vous savez toutes que quand on a laissé une bouteille d'eau dans la voiture en plein soleil, il vaut mieux éviter de boire dedans. Ben là, imaginez que les bouteilles d'eau que vous achetez, vous pensez qu'elles ont été bien conditionnées, bien stockées, et bien en fait, elles sont restées en plein soleil pendant des jours et des jours avant que vous achetiez, quoi. Donc pensez-y. Donc pour moi, c'est vraiment l'idée d'être vigilante dans ce sens. Donc,
d'être plus exigeante aussi avec votre environnement quotidien. Parce que quand on a un corps qui est déjà stressé, qui est déjà inflammé ou en déséquilibre au niveau hormonal ou minéral, je trouve pas cohérent de lui rajouter en plus une charge invisible due à la mauvaise qualité de l'eau au quotidien. Est-ce que ça explique à elle seule toute la rétention d'eau? Non, on l'a vu, c'est multifactoriel. Mais le choix de l'eau, évidemment, le choix de la qualité, de la quantité, ça peut entretenir évidemment un terrain qui est déjà fragile. Voilà. Ensuite, troisième levier, c'est de soutenir l'équilibre minéral. Et ça, c'est un levier majeur parce qu'on n'en parle pas du tout assez. Parce que quand il y a de la rétention d'eau, on pense tout de suite au sodium, au sel, mais on pense moins à l'équilibre global. Or, le corps a besoin de bons équilibres minéraux pour bien réguler ses échanges hydriques. Ça veut dire qu'il faut non seulement limiter les excès d'alimentation ultra transformée, souvent très riche en sodium, en sel caché, mais aussi il faut penser à tout ce qui soutient un meilleur équilibre. Une alimentation brute, la moins transformée possible, riche en végétaux, avec suffisamment de potassium alimentaire comme dans la banane par exemple. Et ça, je ne suis sûre que vous ne saviez pas que la banane pouvait vous aider à réduire votre rétention d'eau. Le magnésium aussi, des protéines de qualité et en quantité suffisante aussi, c'est important dans le cadre de la rétention d'eau. Et je sais que peu de femmes consomment suffisamment de protéines aujourd'hui. Et globalement, une meilleure densité nutritionnelle aussi au niveau des repas, c'est-à-dire des aliments qui n'apportent pas que des calories vides. Il faut que ce soit des aliments nourrissants, qui ont une vraie densité nutritionnelle. Quatrième levier, c'est de stabiliser l'inflammation et la glycémie. Puisque un corps inflammé, un corps stressé, un corps qui subit des montagnes russes glycémiques, souvent c'est un corps qui va moins bien réguler ses fluides. Donc si vous avez tendance à retenir l'eau, il peut être très intéressant de regarder la qualité globale de votre alimentation. Déjà, est-ce que vous mangez suffisamment de protéines? Moi, je conseille d'en avoir le matin, le midi et le soir, quasi dans les mêmes quantités. Donc est-ce que ça déjà c'est ok pour vous? Est-ce que vos repas, ils vous calent vraiment? Est-ce que votre glycémie, elle est stable? Est-ce que vous consommez beaucoup d'aliments transformés? Est-ce que vous avez beaucoup de sucre, de grignotage, de repas pris dans le stress? Est-ce que votre corps reçoit vraiment ce dont il a besoin pour être stable? Parce qu'un terrain inflammatoire, un terrain qui est instable, ça va souvent entretenir une sensation de gonflement. Cinquième levier, c'est de soutenir la digestion et le transit. Et ça, c'est aussi fondamental. Parce qu'un corps constipé, un corps qui est ralenti ou qui est encombré sur le plan digestif, ça va évidemment rarement bien fonctionner pour tout le reste. Quand le transit n'est pas bon, en fait, la sensation de stagnation globale, elle augmente souvent avec. Donc, améliorer la rétention d'eau, c'est pas seulement regarder les jambes ou la balance, c'est aussi se demander comment va ma digestion, comment va mon ventre, mon transit, est-ce que j'élimine correctement? Est-ce que mon système digestif il fonctionne de manière fluide? Parce que très souvent, quand on soutient la digestion, le transit, l'inflammation, on améliore complètement le terrain global. Et donc, on diminue la rétention d'eau au passage. Sixième levier, c'est de prendre soin de son système nerveux et de son sommeil. Et je trouve ça très important de le dire parce que beaucoup de femmes sous-estiment complètement ce levier. Si vous êtes en hypervigilance permanente, si vous êtes stressé du matin au soir, si vous manquez de récupération, si vous dormez mal, si votre corps ne se sent jamais vraiment en sécurité, alors il peut avoir beaucoup plus de mal à réguler correctement. Le stress, il agit pas seulement sur l'humeur, il agit sur les hormones, les minéraux, la glycémie, l'inflammation, la digestion, la circulation et donc sur la rétention d'eau.
Donc parfois, améliorer la rétention d'eau, c'est pas seulement changer son assiette, c'est aussi ralentir un peu plus, respirer, mieux dormir, c'est aussi redonner au corps un peu plus de sécurité physiologique au niveau cellulaire. Et je sais que c'est pas toujours le conseil qu'on a envie d'entendre parce qu'on voudrait parfois quelque chose de plus magique, de plus rapide. Mais en réalité, c'est souvent un levier de fond. C'est souvent des leviers de fond qui sont importants et qui seront efficaces. 7e levier, c'est d'observer votre propre scénario. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais c'est une vraie clé. Donc observez à quel moment vous gonflez. Avant les règles, le soir, quand il fait chaud, quand vous êtes stressé, après un repas, en période de fatigue, quand vous bougez moins. Parce que plus vous allez observer votre propre scénario, plus vous allez sortir du flou. Et plus vous vous rapprocherez de la vraie cause. C'est ça en fait le vrai point de bascule, c'est d'arrêter de vivre la rétention d'eau comme quelque chose de banal, de vague, de frustrant, d'incompréhensible aussi. Mais du coup, l'important c'est de commencer à la voir comme une information. Le 8e levier, évidemment, ça va être d'aller chercher la cause profonde. Et selon moi, c'est là qu'on arrive au point le plus important de tout l'épisode. Quand la rétention d'eau est souvent présente, quand elle s'accompagne d'autres signes comme la fatigue, le froid, la difficulté à perdre du poids, les jambes lourdes, les fluctuations importantes, la sensation de ralentissement, alors il devient vraiment pertinent d'aller voir plus loin. Parce qu'à ce stade, des conseils généraux peuvent aider, mais ils ne suffiront pas. Et il faut parfois chercher ce qui se passe au niveau du terrain. Et c'est exactement pour ça que je trouve le test HTMA très intéressant dans ces situations, parce qu'il permet vraiment d'avoir une lecture plus cellulaire, minérale et plus profonde. Il peut mettre en évidence, selon les profils, des déséquilibres qui vont expliquer qu'en fait c'est le ratio sodium-potassium qui est perturbé, que c'est dû au stress, que c'est un épuisement de nos minéraux ou que c'est dû à un ralentissement thyroïdien. Voilà, ou vers d'autres déséquilibres qui peuvent du coup aider à comprendre pourquoi le corps a du mal à bien gérer tous ces fluides. Et ce que j'aime dans cette approche, c'est qu'on sort enfin du « essaye ça, et puis on verra bien ». On entre en fait vraiment dans quelque chose de plus factuel, de plus individualisé et de plus intelligent évidemment aussi, parce que c'est plus optimal. Parce qu'encore une fois, 2 femmes peuvent retenir l'eau, mais ne pas du tout avoir la même cause. Donc si je devais vous résumer les grands leviers, je dirais bouger régulièrement. Mieux vous hydrater, que ce soit en quantité ou en qualité. Rééquilibrer le terrain minéral. Stabiliser l'alimentation et l'inflammation. Soutenir la digestion et le transit. Prendre soin de votre stress et de votre sommeil. Observer vos propres déclencheurs. Et quand ça revient souvent, d'aller chercher la cause profonde. Parce que la vraie question, c'est pas comment dégonfler, c'est qu'est-ce que mon corps essaye de me montrer à travers cette rétention d'eau. Et plus vous répondez à cette question avec précision, plus vous avez de chances d'obtenir un résultat durable évidemment derrière. Donc, si je devais résumer cet épisode, la rétention d'eau, c'est pas juste un problème d'esthétique, ni simplement une question de sel, de poids ou de drainage. C'est en fait un signal. Un signal que le corps a du mal à gérer correctement quelque chose. La circulation, l'équilibre hormonal, l'inflammation, voilà. Il vous montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on a vu que c'était pas du gras. On a vu aussi que ce symptôme pouvait prendre plusieurs formes. Des jambes lourdes, un visage gonflé, des doigts serrés. On n'a pas forcément tous les symptômes. On a vu également que toutes les femmes ne retiennent pas l'eau pour les mêmes raisons. Que chez certaines, ce sera à cause du cycle. Que chez d'autres, c'est la périménopause. Que chez d'autres, c'est le stress, ou la chaleur, ou l'inflammation, etc. Et ça, c'est vraiment le message important de cet épisode, c'est d'arrêter de vouloir seulement faire partir l'eau. Et commencer à se demander pourquoi le corps la retient. Et c'est aussi pour ça que dans mon approche, je trouve essentiel d'aller regarder du coup plus loin. Notamment au niveau cellulaire, au niveau minéral, avec des outils comme le test HTMA.
Parce qu'à partir du moment où on comprend mieux sa cause, on peut enfin mettre en place des solutions plus justes et surtout plus durables. Et c'est exactement cette logique que je développe dans mon programme Infinity, c'est de ne pas rester à la surface des symptômes, mais de comprendre le terrain, le métabolisme, le fonctionnement du corps pour agir avec plus de précision et de cohérence. Donc si en écoutant cet épisode, vous vous êtes reconnu, si vous sentez que votre corps vous envoie ce type de signaux et que vous avez envie d'y voir plus clair sur ce qu'il se passe chez vous, vous pouvez prendre rendez-vous pour votre bilan offert. C'est un temps d'échange entre nous deux qui nous permet de faire le point sur vos symptômes, votre situation, vos objectifs et de voir quelle serait l'approche la plus adaptée pour vous. Et du coup, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.